Quel impact l'IA, l'intelligence artificielle, a-t-elle sur la demande d'énergie? Réponse avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, IA, donc intelligence artificielle, data center, sont des sujets évidemment, on le sait, qui sont liés. Et ce qu'il faut dire ou redire, c'est que l'IA est très gourmande en énergie et même au-delà, j'ai envie de dire, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Tout à fait. Et de plus en plus, il y a le signal d'alarme, si c'en est un, eh bien, vient du PDG d'Amazon au forum de Davos, donc en début d'année, qui a dit qu'aujourd'hui, il n'y avait tout simplement pas assez d'énergie à l'heure actuelle pour combler la future demande de l'intelligence artificielle. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a quelques années de ça, il y a 2 ans, on ne disait pas intelligence artificielle, on disait les data, la big data, c'est la collection de données. On sait que chaque année, alors les chiffres paraissent assez fous, surtout les noms, je les connaissais même pas moi avant. Eh bien, en 2010, on avait, en termes de données, on avait 2 zeta-octets, et on est passé à 44 zeta-octets en 2020. Qu'est-ce que c'est des zeta-octets? Eh bien, c'est des trillions de gigaoctets. Alors déjà, lorsqu'on parle d'un gigaoctet, vous paraît absolument incroyable, mais lorsque vous parlez de trillions de gigaoctets, eh bien évidemment, il y a beaucoup de zéros derrière. Donc on a très concrètement une explosion de la demande de stockage. On sait que dans le monde, mais surtout aux États-Unis, c'est là-bas où c'est concentré, on a plus de 8000 centres de données, ce qu'on appelle des data centers. Et ces data centers, évidemment, consomment de l'énergie. Juste un chiffre, David, qui est assez intéressant ou intriguant. On estime que en 2020, ces data centers représentaient aux États-Unis 0,5% de l'empreinte carbone, des gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire que cette donnée est très, très importante pour plusieurs domaines, l'énergie, mais aussi, évidemment, pour ce qui se passe en termes d'émissions de CO2. Et puis, aussi, un dernier chiffre, c'est qu'on sait qu'en 2022, eh bien, les data centers ont consommé très concrètement 17 gigawatts d'électricité. Donc, c'est 4% de la consommation aux États-Unis totale de l'énergie. Ouais, mais ça semble gérable. 4%, c'est gérable, non? Je me rends pas Alors, compte. c'est gérable, tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais on estime qu'en 2030, eh bien, on aura le double, 34, 35 gigawatts d'électricité. Donc, ça devrait faire près de 10% de la consommation américaine. Donc, c'est-à-dire que, en fait, si vous doublez cette consommation, de l'autre côté, vous n'allez pas avoir moins de consommation des Américains. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver 8% globalement de consommation aux États-Unis en plus. Et donc, aujourd'hui, selon les données, si on imagine qu'on n'a pas plus d'énergie, eh bien, vous avez des études très sérieuses qui ont été publiées qui vous disent qu'à horizon 2030, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle du délestage lors des pics de demande, notamment en hiver. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez avoir des pannes et des moments où l'énergie ne va plus fonctionner parce qu'il va falloir choisir, en fait, si on avait toujours le même nombre de données, choisir à qui on distribue l'énergie très concrètement. Donc ici, on est dans une situation qui est une situation d'urgence. Le mot est peut-être trop fort, mais situation d'urgence quant à trouver de la nouvelle énergie. C'est ça le et sujet. quand... Pardon? Oui, c'est ça le sujet, c'est trouver cette énergie dont on aura besoin Exactement. pour alimenter les data centers et faire tourner l'IA. La plupart, d'ailleurs, on ne vous l'a pas dit, mais des data centers sont sur le sol américain. Tout à fait. Alors, sol américain, et puis en Asie, on a un tout petit peu en Europe, mais c'est surtout aux États-Unis où l'énergie coûte moins cher, notamment. C'est une des raisons. Mais aussi, peut-être que c'est un pays, comme on le sait, qui est moins regardant
sur ces émissions, notamment de CO2, lorsqu'il s'agit des data centers. Alors maintenant, bien évidemment, lorsqu'on parle d'énergie des data centers, c'est une des raisons de l'énergie, c'est le fait que ces data centers chauffent énormément. Donc, il faut refroidir ces data centers, ce qui est quelque chose qui consomme énormément d'énergie. On sait notamment qu'on a des entreprises françaises comme Schneider Electric qui, eux, sont des entreprises qui amènent une certaine solution au refroidissement de ces data centers. Aux États-Unis, puisque la question se pose surtout sur le sol américain, d'où provient l'énergie qui alimente les data centers? C'est à la fois du nucléaire, de l'hydroélectrique, du renouvelable? Et pour l'instant, c'est un mix. On a beaucoup d'énergie, évidemment, d'énergie fossile. On a des électricités de réseau. Hein. C'est l'énergie la plus courante pour les centres de données, pour ces data centers. On a un peu d'énergie nucléaire aux États-Unis. On a un peu d'énergie renouvelable, hein, l'hydroélectrique, le solaire, l'éolien. Mais surtout du gaz. C'est surtout du gaz, j'imagine, non? Tout à fait, le gaz, les turbines à gaz naturel. Et puis, une chose qui est très, très intéressante, c'est que on a, en mars dernier, la centrale nucléaire de Palisades, hein, dans le Michigan, qui a été, et c'est une première, c'est différent en Europe, hein, mais c'est une première aux États-Unis, où ils ont décidé de réactiver cette centrale nucléaire. C'est la première fois de l'histoire américaine qu'on réactivait une centrale nucléaire pour notamment faire face à une demande beaucoup plus forte. Donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que vous savez, souvent on se dit la Chine qui est le premier consommateur, notamment de pétrole, est-ce que la demande est plus forte, moins forte, d'où vient l'offre avec l'OPEC, etc. Il y a un troisième élément qui arrive dans cette donnée, l'offre et la demande, c'est aussi le développement de toutes ces data, de toutes ces données, de toute cette intelligence amenée par l'intelligence artificielle ou retravaillée par l'intelligence artificielle qu'il va falloir analyser de très près. Et un des acteurs, puisqu'on parlait d'énergie et d'énergie future, évidemment, de plus en plus, on cite tout, le monde cite tout, c'est l'énergie nucléaire. Alors, on sait très bien que pour construire une centrale nucléaire, ça prend plus de 15 ans. Mais vous savez qu'on a notamment Microsoft qui développe et qui a développé ce qu'on appelle des centrales nucléaires de poche, qu'on peut construire en moins de 10 ans. Alors, on dirait 10 ans, c'est longtemps, mais vous savez que lorsqu'on parle de 2030, on avance là-dessus. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? C'est pas à moi d'en débattre ici, mais il faut trouver des alternatives à ce qu'on a actuellement pour que ce type de données puisse continuer et que tous les types, hein, on parlait avant de zeta-octets, on sait que ça va monter encore plus ces données de tous les secteurs qu'on a dans le monde. Donc votre message, on finit là-dessus, John, il est double. C'est d'un côté réaliser, prendre conscience du caractère très gourmand en énergie des data centers et de l'IA. Et face à cela, l'opportunité pour le nucléaire et ou d'autres énergies, notamment les énergies renouvelables, de se développer pour suivre cette demande exponentielle. Tout à fait, et surtout qu'il va falloir aller très vite. Alors, on parlait de 10 ans au moins pour le nucléaire. On sait très bien que, évidemment, sur l'énergie renouvelable, on avance, mais pas assez vite. On sait qu'aux États-Unis, on traîne un peu les pieds face à ce qu'on a, le gaz de schiste, le pétrole, etc. Mais on est dans une situation où, effectivement, il va falloir aller très vite. Et l'énergie renouvelable, évidemment, qu'on met en avant, l'énergie aussi nucléaire, pourquoi pas, mais il va falloir aller très vite parce que sinon, ça va être l'utilisation, évidemment, des gaz et de l'énergie fossile qui ont des impacts très importants sur l'empreinte carbone. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.